Shah Jahan avait une femme dont il était absolument fou amoureux. Je crois que c'était sa troisième femme. Il était vraiment fou amoureux d'elle. Ils ont eu 14 enfants et quand elle a donné naissance au 14e, elle est décédée. Et donc il a décidé de lui faire ce tombeau magnifique en son honneur. Donc voilà, le Taj Mahal, c'est vraiment le monument à l'amour. Il est aussi connu pour ça, c'est le symbole de l'amour. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'architecture, de l'esthétisme, je vais vous donner quelques mesures. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est juste pour qu'on se rende compte de la grandeur du monument. Et puis, je vous parlerai en dernier de la construction parce que je veux d'abord vous donner les détails esthétiques et ensuite on parlera de comment ça a été fait. Moi, ça m'aide plus de comprendre dans ce sens-là. Donc, le Taj Mahal, il repose sur une plateforme en marbre de 10 000 mètres carrés. Il est entouré par 4 minarets identiques de 43 mètres de haut et ses murs font 4 mètres d'épaisseur. Donc ça nous donne un peu une idée de la grandeur du truc. Je vous fais une petite parenthèse. Ce que vous entendez derrière, ce n'est pas un chien, parce que ça ressemble au ronflement d'un chien. C'est ma fille qui dort et qui est enrhumée. Voilà, donc j'espère que ça vous relaxe. Ça fait un peu un petit bruit de fond. Et je vous souhaite de dormir comme elle, hein. Donc, au niveau de l'esthétique du Taj Mahal, alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'architecture moghole. Ce qui est incroyable pour le Taj Mahal, si vous ne le connaissez pas, ce qui fait aussi qu'il est très connu, enfin moi c'était ça, c'est le fait qu'il soit tout blanc. Un autre truc incroyable, c'est que selon le moment de la journée, le Taj Mahal n'a pas la même couleur. Donc le matin il apparaît rose, la journée blanc et la nuit doré. Donc je vous disais que le Taj Mahal c'était le symbole de l'amour que l'empereur Shah Jahan a voulu refléter son amour pour l'impératrice. Mais ce n'est pas que l'amour de l'impératrice qu'il a voulu refléter avec le Taj Mahal, c'est aussi l'amour de ses croyances. Alors, à l'époque de Shah Jahan, la majorité de la population est hindouiste. Et dans l'architecture hindouiste, on retrouve de la couleur et beaucoup de tricolore. Donc, vous allez me dire, rien à voir avec le Taj Mahal qui est tout blanc. Aussi, les hindouistes, ils vénèrent plusieurs dieux et souvent leurs dieux sont représentés par des animaux. Ce qui est ultra étrange, c'est que le Taj Mahal est tout blanc et qu'il n'y a aucun signe de la religion hindouiste. Ce qui est très bizarre parce qu'on est sur un monument funéraire pour sa femme et que normalement on devrait retrouver des signes religieux. Parce que dans les monuments comme ça, funéraires, il y a toujours des signes religieux pour protéger le défunt, etc. etc. Et là, on n'a rien. On n'a rien d'hindouiste. Donc en fait, ça nous donne l'indication que Shah Jahan n'était en fait pas hindouiste. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quelle religion il était. Shah Jahan était musulman et donc dans le Taj Mahal on va retrouver plein de symbolisme de l'islam. L'idée c'était que quelqu'un qui n'est pas musulman voit le Taj Mahal et juste le voit, c'est tout. Et par contre quelqu'un qui est musulman saura voir les détails qu'il y a dans le Taj Mahal et comprendra que l'empereur est lui aussi musulman. Alors très rapidement, comment ça se fait que Shah Jahan est un empereur qui règne sur l'Inde et qui est musulman? Ça a l'air de pas concorder, tout simplement parce que les ancêtres de Shah Jahan qui étaient musulmans avaient conquis le territoire et donc voilà, tout simplement. Juste au niveau un peu de l'idéologie de Shah Jahan lui, qui d'ailleurs veut dire le roi du monde, bon c'était pas le roi du monde mais il contrôlait quand même
sujet. Et aussi parce que il faut savoir que dans l'islam, on ne représente pas le prophète, c'est sûr. Je crois que le reste non plus. Je me souviens quelques années, j'avais visité la mosquée de Paris et le monsieur nous avait expliqué. Je suis sûre qu'en islam on ne représente pas le prophète, je pense. Je ne sais pas, est-ce que j'ai noté. J'ai noté les représentations humaines et animales sont interdites. Voilà, donc c'est pour ça que par exemple comparé aux hindouistes qui représentaient leur dieu par des animaux, là du coup c'était pas possible. Donc il a caché du symbolisme dans d'autres choses. Je vous explique dans quoi. Parenthèse, les chrétiens par exemple peuvent faire des représentations. C'est pour ça qu'il y a souvent sur les vitraux des passages de la Bible, etc. Mais comme c'est pas possible en islam, il faut mettre le symbolisme autre part. Donc dans quoi par exemple? Je vous ai dit que le Taj Mahal était entouré de 4 minarets. Alors les minarets, on les retrouve où? Autour des mosquées au Moyen-Orient. Deuxième symbolisme, il y a des porches au sommet pointus qui abritent les fenêtres et les portes d'entrée et elles sont typiques de l'art irakien. Autre chose, autour des murs, il y a ce qui s'apparente à de beaux dessins et en fait ce sont des passages entiers du Coran avec une calligraphie qui donne l'impression que ce sont des dessins. Autre chose, à l'intérieur du Taj Mahal, il y a dans la pièce où il y a le tombeau de l'impératrice, il y a 8 murs qui symbolisent les 8 portes du paradis. Sur le sol, on a un motif géométrique qui est répété à l'infini sous la forme d'une étoile à 8 branches. Et ça, c'est pour rappeler la nature infinie de Allah. Ensuite, sur la porte d'entrée, on a une belle calligraphie. Et cette calligraphie, ça donne l'impression que pareil, c'est une peinture, une œuvre d'art. Et ça symbolise l'amour de Dieu pour la beauté. Ensuite, les murs sont recouverts de gravures florales qui évoquent l'abondance du paradis. Et puis, il y a incrusté dans les murs du Taj Mahal et à l'extérieur aussi, il y a pas mal de pierres précieuses. Et c'est pas mis au hasard, hein. Les motifs respectent un idéal de beauté traditionnel musulman, c'est-à-dire le fait que ce soit symétrique, qu'il y ait des motifs floraux, que la calligraphie soit complexe. Et donc, encore une fois, ces symbolismes évoquent une certaine idée du paradis. Shah Jahan, il a voulu que le Taj Mahal soit parfait en tout point pour créer une impression de paradis. Un des derniers symbolismes, le Taj Mahal est collé à la rivière Yamuna. Pour les musulmans, ce fleuve, enfin pas ce fleuve en particulier, mais Shah Jahan voulait que ce fleuve ressemble au fleuve du paradis qui coule dans le jardin d'Éden. Donc voilà, dans l'ensemble des religions, l'eau est souvent très sacrée. Ensuite, je vous ai dit que le Taj Mahal était entièrement recouvert de marbre. Alors je vous ai dit fait de marbre, en vérité c'est recouvert de marbre. Je vous expliquerai un petit peu plus après. Alors, le fait qu'il soit recouvert de marbre n'a rien à voir avec l'islam, n'a rien à voir avec la mort de sa femme. Là, on serait plutôt sur l'amour de soi, plutôt sur le fait que l'empereur, par ce monument, ça lui permet aussi de montrer à son peuple et à tous les peuples du monde à quel point il a du pouvoir, à quel point son peuple a du pouvoir. C'est un étalage, voilà, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont construit des monuments grandioses pour montrer aux autres, regardez comment on est fort, etc. Le marbre, c'était un matériau qui coûtait très cher. J'avais fait sur TikTok
renseigner. Et pas du tout, c'est une légende. En fait, le marbre blanc coûte super cher. Et il me semble que déjà l'empereur a un peu vidé ses caisses en construisant ce monument. Le marbre noir coûte encore plus cher. Ça aurait pas du tout été possible pour l'empereur en fait de payer du marbre noir. Donc voilà. Le marbre, voilà, c'est pas un choix qui a été fait au hasard, c'est vraiment pour montrer son pouvoir. Les empereurs qui étaient avant lui, quand ils ont eu des constructions à faire, ils ont utilisé le grès. Je vous en parle souvent, j'ai l'impression que dans plein de constructions que je vous ai présentées, de merveilles modernes ou antiques, le grès était utilisé. Donc les autres empereurs moghols, ses prédécesseurs, utilisaient ça. Donc voilà. Ensuite, ce qui est le plus spectaculaire dans le Taj Mahal, c'est son dôme qui représente près de la moitié de la taille du Taj Mahal. Il fait 18 cm de diamètre. Il est spectaculaire parce qu'il défie complètement la gravité. Et on est toujours dans l'idée qu'il faut que ça rappelle la perfection du paradis. Petit fact, à l'intérieur du dôme, le plafond il était tellement haut que ça faisait un espèce de trou noir. Et l'empereur avait peur que ça mette mal à l'aise les visiteurs en fait de lever la tête et de voir du noir comme ça. Du coup, il y a eu un peu de triche en fait. Ils ont construit un faux plafond en marbre qui est 30 mètres sous le vrai plafond. Et donc le dôme, donc ce faux plafond qui est un peu un dôme à l'intérieur du dôme, son symbolisme ce serait le fait de rapprocher le paradis de la terre. Un truc qui est incroyable aussi sur le Taj Mahal, c'est sa symétrie. Je vous disais plutôt que le fait que tout soit symétrique, ça va aussi avec la religion. Et donc le Taj Mahal, il est vraiment symétrique. Dans mes notes et dans mes recherches, il disait qu'il y a beaucoup de symétrie pour montrer la perfection et la nature infinie de son Dieu. Donc Shah Jahan met tout ça pour donc montrer la perfection et la nature infinie de son Dieu sans avoir à le représenter. Encore une fois, on est toujours dans cette idée de comme on ne peut pas le représenter par un dessin, on représente par des symbolismes. Donc cette symétrie, on la retrouve de partout. Donc déjà, si on se met de l'extérieur, qu'on regarde de loin le Taj Mahal, si on prend une photo vraiment centrée et qu'on plie, on est vraiment sur quasi de la symétrie parfaite. C'est incroyable quand même pour un monument. Aux quatre coins du Taj Mahal, on a donc ces minarets, comme je vous ai dit, donc, qui sont encore sur de la symétrie. Les minarets sont évidemment tous identiques, hein, on est vraiment sur... pour qu'il y ait encore plus de symétrie. À l'ouest du Taj Mahal, il y a une mosquée, on en a fait construire une à l'est. Ensuite, la symétrie qu'on retrouve aussi dans le jardin. Le jardin, il est composé de 16 carrés de pelouse, 4 petits carrés à l'intérieur, 4 carrés plus grands, et le jardin entier se reflète dans la rivière, ce qui fait que le Taj Mahal se retrouve au centre entre le jardin et son reflet. C'est un truc de malade. La symétrie, on la retrouve aussi à l'intérieur, donc dans la chambre funéraire où il y a la tombe de l'impératrice. La chambre, c'est un octogone, donc ça veut dire une pièce à 8 côtés, qui est entourée de 4 pièces octogonales, ce qui crée 4 plans de symétrie. Un truc de ouf. Petit couac, entre guillemets, y a des spécialistes qui ont vraiment mesuré au niveau du dôme, parce qu'il y en a qui disent que voilà, même rien que le dôme tout seul, si on le coupe en deux et qu'on le plie, c'est symétrique, et il y a en vérité un écart de plus de 5% entre les deux côtés du dôme, parfois 1 mètre d'écart sous certains angles. On le voit pas vraiment à l'œil nu. Alors pourquoi tout est symétrique parfaitement et sur ce truc là il y a un écart? Parce qu'en fait Shah Jahan avait demandé à ce que le dôme soit parfaitement symétrique, enfin parfaitement proportionnel, mais les ouvriers, surtout à l'époque, ne pouvaient pas tout le temps répondre à toutes les exigences
Shah Jahan Nikaz, ça représentait 42 doigts. Mais en fait, ça dépend de la personne qui est en train d'exécuter. Enfin, on n'a pas tous la même longueur de doigts, d'où le fait que du coup, avec cette unité de mesure un peu bancale basée sur la taille des doigts des gens, ce soit pas parfaitement symétrique. Et donc dans les recherches que j'ai vues, ils expliquaient qu'en fait la symétrie parfaite, elle est beaucoup plus facile à avoir sur des éléments en 2D comme les jardins que sur des éléments en 3D comme ce dôme. Après, on a dans l'idée que la symétrie, c'est ça qui rend tout parfait et super beau. Mais nous, notre œil est habitué à voir des choses asymétriques. Donc est-ce que c'est pas ce dôme asymétrique qui rend le Taj Mahal aussi beau finalement? Un autre élément qui rompt un peu avec cette symétrie parfaite, en fait, à l'endroit où il y a le sarcophage de l'impératrice qui s'appelle donc Mumtaz Mahal, je crois que je vous l'ai même pas dit, on a son tombeau qui est vraiment central, tout beau comme à l'image du Taj Mahal. Et à côté, mis un peu, on dirait à l'arrache, il y a le tombeau de l'empereur. Donc les cercueils sont vides parce que les dépouilles sont cachées dans une crypte en dessous, exactement dans la même position que les sarcophages dessus. Et donc plusieurs questions. Qu'est-ce que l'empereur fait à côté de l'impératrice, puisque normalement c'était un endroit qui était dédié à l'impératrice? Pourquoi ça a été mis de cette façon qui rompt complètement avec la symétrie qu'on retrouve partout? Là, il y a plusieurs théories en fait. Théorie 1, bah il est mort l'empereur et on l'a mis là, voilà. Théorie 2, il ne s'entendait pas avec son fils, il était même prisonnier avec lui, de lui, donc pas non plus avec les menottes, mais voilà. Donc est-ce que c'est pas son fils qui l'a mis là par pure méchanceté pour rompre toute l'harmonie que son père avait créée? Troisième théorie, pas loin du Taj Mahal, il y a un autre mausolée beaucoup plus petit qui aurait servi en fait d'inspiration pour le Taj Mahal. Et dans ce petit mausolée, on a cette même configuration dans ce petit mausolée, donc un mausolée, donc un cercueil au milieu et un autre comme ça un peu mis à l'arrache entre guillemets. Donc peut-être que c'était fait exprès, que l'empereur avait prévu de reposer auprès de sa femme. On ne sait pas, c'est le mystère. Maintenant, place à la construction. Alors, ne faites pas attention si l'éclairage n'est pas pareil ou si du coup le son n'est pas pareil. Je tourne pas au même moment, j'ai dû faire une pause, donc là je reprends, donc voilà, il fait plus jour, etc., etc. Le Taj Mahal, il a été construit entre 1631 et 1648, donc ça a pris 22 ans pour être construit. Je vous ai parlé plutôt des pierres précieuses, et bah 400 ans après, elles sont toujours aussi colorées, aussi nickel. Donc comment ça se fait? En fait, ils ont utilisé des pierres semi-précieuses colorées. Tout a été fait à la main, donc elles ont été polies à la main, incrustées sur les surfaces. En fait, Shah Jahan, il voulait tellement que tout soit parfait qu'il cherchait les meilleurs artisans dans chacun des domaines et il les plaçait dans un atelier à côté. Et puis il leur faisait utiliser des matériaux qui venaient du monde entier. Donc par exemple, les lapis lazuli, ils venaient d'Afghanistan. Un motif qui nous paraît simple à nous, et bah ça prenait des semaines pour être fait. Donc on voit vraiment le côté artisanal très travaillé. Alors je vous disais que le Taj Mahal, il était donc fait en marbre, donc ils ont utilisé plusieurs tonnes de marbre blanc. En fait, ils ont créé une ossature de 4 mètres d'épaisseur, de millions de briques de grès rouge, la fameuse roche dont je vous parlais, qui est en dessous le marbre. Donc au final, le Taj Mahal, il a 20 fois plus de grès que de marbre, mais à la façade on voit que le marbre. Et ils ont mis des chevilles métalliques pour que le marbre tienne et que la façade ne s'effondre pas. Alors le marbre, il a été extrait à plus de 300 km du Taj Mahal.
fosse de 60 mètres de profondeur pour atteindre le filon de marbre. Il détachait des blocs de 6 tonnes au burin et au marteau. Il remontait les blocs avec un système de boulies et de cordes qui étaient actionnés par des éléphants. Et ensuite, les blocs devaient être acheminés sur du coup 300 km jusqu'au Taj Mahal. Sur place, il découpait les blocs, donc ça c'était des tailleurs qui étaient vraiment expérimentés dans ce domaine qui s'en occupaient, et ça faisait après de parfaits carreaux. Et les ouvriers se servaient de cordes, de boulies et d'éléphants pour ensuite hisser les carreaux et les poser. Donc c'est vraiment un travail colossal. Je vous disais que même au niveau de la couleur c'était compliqué. Le Taj Mahal il a la même couleur de partout, et en fait pour un même bloc de marbre on peut avoir plusieurs couleurs dedans. Je ne savais pas du tout. On peut avoir du blanc, on peut avoir du gris et du gris blanc. Donc en fait il fallait prendre le bloc et extraire la bonne couleur. Et j'ai vu un reportage où c'est quelqu'un qui s'occupe de faire la restauration de certaines parties du Taj Mahal. Et il fait un travail incroyable parce que du coup il doit extraire le marbre et retrouver exactement le même blanc. Donc voilà, c'est vraiment un travail colossal. Alors pourquoi se donner tant de mal pour juste entre guillemets du marbre? Parce que ça demande un travail énorme quand même. L'hypothèse c'est que les prêtres hindous, qui sont donc la caste la plus haute en Inde, ils vivaient dans des maisons de marbre blanc souvent. Donc pour Shah Jahan, le fait de construire un monument comme ça tout en marbre, c'était un message envers la population locale, donc sa population, pour montrer le pouvoir qu'il avait. Voilà, là on rentre, je vous ai dit, le Taj Mahal c'est par amour pour les croyances et pour le côté pouvoir. Là on est clairement pour le côté pouvoir. Au niveau de la construction, on va maintenant parler de la construction du dôme. Je vous disais plutôt que le dôme était quasi symétrique et qu'il relevait les lois de la gravité. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, en ce qui concerne sa construction pure et dure, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de récit sur comment ils l'ont construit. Donc on ne sait pas comment il a été bâti, on ne sait pas de quoi sa structure est composée. Et ça pose beaucoup de questions parce que en fait le plafond du dôme est instable. La légende dit que les ingénieurs avaient peur que le dôme s'effondre, donc ils avaient construit une énorme tour en briques pour que le dôme repose dessus. Une fois qu'ils avaient fini de construire le dôme, là l'empereur aurait fait percer une ouverture dans la tour et la population qui avait besoin de briques, ils auraient pu tout récupérer, et ils auraient tout récupéré en une nuit. Bon, une hypothèse ça c'est la légende on va dire. Une autre hypothèse de comment ça a été fait, c'est qu'ils ont posé les briques les unes sur les autres en les laissant toujours dépasser un petit peu. Donc j'ai appris que ce qui se fait d'habitude, du coup par opposition, d'habitude on met les briques perpendiculaires les unes avec les autres. Donc là ils mettaient les briques, ils laissaient toujours un peu dépasser. Alors en termes de symbolisme, la base du bâtiment est carrée, ça représente la terre. Le dôme qui est quasi circulaire représente la perfection et le caractère éternel du paradis, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et l'édifice en entier représente l'univers tout entier avec le mausolée entre les deux qui fait un portail vers le paradis. Autre questionnement qui se
s'enfonce dans la rivière Yamuna. Autre chose d'assez spectaculaire, les fontaines qu'il y a dans le jardin. Donc dans le jardin, on a des canaux qui sont équipés d'à peu près une centaine de fontaines. Aujourd'hui, elles fonctionnent à l'électricité, mais à l'époque, c'était absolument pas le cas. En fait, comme on est proche de la rivière, c'est la rivière qui alimente les fontaines en eau. Alors ils utilisaient pour ça un perce. Alors là, je vais bien regarder mes notes parce que c'était compliqué pour moi, même avec les images. Donc un perce, c'est quoi? Un perce, ça sert à créer une pression hydraulique. Donc un perce, c'est un mur au-dessus duquel on aligne plusieurs poulies. Ensuite, il y avait des seaux en peau de bête qui sont suspendus aux poulies et les ouvriers les plongent dans la rivière. Quand les seaux sont remplis, ils les remontent jusqu'au sommet du mur et ils versent l'eau dans une rigole en pierre. Et ensuite, il y a d'autres perces qui amènent progressivement l'eau jusqu'au jardin du Taj Mahal. Donc, si j'ai bien compris et par rapport à ce que j'ai vu, etc., en gros, c'est la gravité, on va dire, qui permet que ce soit alimenté en eau. En fait, le perce, il est plus haut que ce qu'on souhaite qu'il soit alimenté. Voilà, s'il y a des spécialistes des perces, n'hésitez pas à nous expliquer. C'est la façon la plus simple que j'ai essayé de trouver. Et aujourd'hui, ils ont essayé de copier le système, sauf que les jets des fontaines ne faisaient pas tous la même... il y avait des jets plus hauts que d'autres, ça n'avait pas la même puissance. Donc ils se sont demandé comment ils faisaient à l'époque, parce qu'à l'époque tous les jets ils arrivaient vraiment à la même hauteur. Donc en fait ils ont trouvé leur solution dans les sous-sols. En fait, sous chaque fontaine, l'eau elle coule dans des sphères métalliques, et ce qui permet qu'en fait l'eau se remplit dans ces sphères métalliques. Du coup tous les réservoirs sont remplis à la même hauteur, et donc du coup les fontaines sont soumises à la même pression, et c'est comme ça que on a la même hauteur. Et c'est bientôt fini. Une dernière information qui prouve encore l'ingéniosité des architectes. Je vous ai dit que le Taj Mahal était entouré de 4 minarets. Les minarets, ils ont été pensés de façon à ce que s'il y a un séisme, les minarets vont tomber, non pas comme ça. Imaginons, moi je suis le Taj Mahal. Les minarets vont pas tomber comme ça et faire effondrer le Taj Mahal, mais ils vont tomber vers l'extérieur pour pas tomber sur le bâtiment. Voilà. Voilà pour le Taj Mahal. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous l'attendiez. J'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes. Encore une fois, comme je le dis souvent, je vous donne des infos grossièrement entre guillemets pour vous donner une base si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pour aller creuser plus loin, mais au moins vous avez la base, parce que des fois quand on veut creuser un peu un sujet mais qu'on n'a pas la base, on se perd. Donc voilà, j'espère vous avoir donné les bases sur le Taj Mahal. S'il y en a qui l'ont visité, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire. J'en ai pas épinglé un. J'avais fait ça avec je ne sais plus quelle autre vidéo. Je trouve ça très intéressant que voilà, des gens qui sont allés nous donnent un peu leur avis. Moi ça me fait vraiment rêver le Taj Mahal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos expériences, ceux qui y sont allés. Je vous souhaite donc une très bonne nuit, faite de merveilleux rêves. Je vous souhaite encore une très bonne année, et voilà, je vous souhaite le meilleur, et puis j'espère que ça vous a relaxé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok avec le même nom. J'ai fait quelques lives, j'essaye de